Je m'appelle Michel Côté. Je suis à la fois écrivain et artiste visuel. J'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment et ça m'a amené à publier. C'est mon 28e livre de recueil que je vais présenter prochainement. Et j'ai fait un certain nombre d'expositions. Dès les premiers livres, j'ai eu la grande chance en fait de faire partie de la collection du British Museum. C'est quand même assez étonnant. Et puis aussi, bien sûr, au Japon, en fait, en Belgique, en France, au Mexique. La pandémie, pour moi, a été un moment absolument extraordinaire parce que ça me permettait, ça m'obligeait à marcher. Je fais le vide en marchant et je pense que c'est la chose la plus importante. C'est le vide qui, en quelque part, va nourrir ce que je fais. Et je me souviens de mon maître de calligraphie japonais. Lui, avant de dessiner, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il méditait longuement. Et après ça, sa respiration prenait de l'ampleur. Et avec le pinceau, c'était l'expiration qui dirigeait le pinceau. Et donc, c'est pas lui qui dirigeait le pinceau, mais c'est son corps. Donc, c'est clair que le corps, marcher, c'est le corps, dessiner, c'est le corps. Et même à chaque fois que j'écris mes livres maintenant, toujours, je le fais d'abord à la main avec des plumes plus ou moins larges, comme si, en fait, je laissais la plume guider, parce que quand la plume résiste au papier, je trouve ça intéressant, ça fait une tache et je poursuis dans la tache. Donc, je pense que c'est un peu ça l'importance du corps, de la lumière, de la couleur. Et je trouve que dans les parcs, c'est ça qu'on trouve. Et voilà pourquoi je trouve ça important, le silence dans le parc. La place de la nature dans ma poésie. Je trouve que ça prend une place qui me guide, parce que le corps sans la nature, c'est un corps qui est sans espace, c'est sans lieu, alors que je trouve que la nature, je la retrouve dans mes textes, je l'invoque. Par exemple, quand je parle du vide, l'importance du vide, le vide, c'est ce qui est finalement le plein, c'est-à-dire ce qui va me nourrir. Alors j'ai besoin de me défaire pour... Tu sais, c'est un peu comme dans une relation humaine. Si finalement on arrive toujours avec nos propres idées, nos propres sentiments, bien, je veux dire, on impose à l'autre, en fait, ses idées, ses sentiments, alors que je trouve que le rien, c'est au contraire, c'est ce qui nous donne de nouvelles possibilités. Ici commence le parcours. Sur des lettres blanches, ce qui arrive ne peut être toujours. Je trace une lettre, je la reprends, puis à nouveau jusqu'à la disparition de l'habituel. Le blanc et l'effacé. L'aube, c'est bleu, parfois jaune et ocre. Il est 5h10, tout va très vite. La couleur nommée, les animaux s'abreuvent à la rivière, dans la racine des yeux. C'était un extrait de La condition des matins, publié au Norrois. Ce livre a eu la chance de se mériter le prix finaliste de la poésie, du concours de poésie internationale francophone. On se trouve dans le parc de la Gatineau, au domaine Mackenzie King. Monsieur Mackenzie King était un ancien premier ministre qui aimait deux choses importantes, les vieux monuments et aussi, en fait, il croyait aux esprits. Donc, on raconte que c'est un lieu hanté. Pour créer, pour produire, j'écris chez moi. Peut-être que je peux avoir des informations quand je suis en voyage ou à l'extérieur, mais la plupart du temps, c'est dans l'atelier. Or, comme j'écris et je dessine en même temps, ou presque, bien, je veux dire, j'ai besoin de l'atelier, j'ai besoin de toutes les commodités, l'encre, les plumes.
Des millions de regards scrutent je ne sais quoi. Ils le font avec l'assurance que ma situation d'étranger refuse. On dirait des paupières traçant l'éternité, ce qui donne au réel son impermanence. La tragédie, c'est quelque chose qui arrive. Le théâtre no, c'est quelqu'un qui arrive et gagne la proximité, le clair dépouillé des reflets de la nuit. Une bande bleue, des champs de braise, l'aube se forme dans l'instant qui dure. Une joie avance, c'est ici au bout du temps. Ce livre, La condition des matins, est né d'un contact que j'ai eu avec les écrits de Eri De Luca, qui disait que le présent était la seule connaissance utile pour les humains, mais que les humains ne s'intéressent pas au présent. Le lien qui existe entre ma pratique d'écriture et ma pratique d'art visuel, c'est un lien très intime. Je dirais qu'il est devenu presque instinctif. C'est-à-dire que, un peu, j'ai découvert, il y a déjà très longtemps, qu'au Japon ou en Chine ancienne, le calligraphe était aussi artiste. Donc, pour pouvoir intégrer tout ça, j'ai comme découvert qu'on pouvait écrire d'abord les mots avec des plumes plus ou moins larges, avec des couleurs. Et on me disait à un moment donné, il faut que tu fasses ça sur du papier qui résiste. Il faut que la matière résiste. Alors que très souvent, aujourd'hui, on travaille avec des stylos, ça glisse. On travaille avec l'ordinateur, il n'y a plus de contact avec le corps. Et s'il y a un lien important en Asie, c'est le corps qui est présent. Quand on dessine, je veux dire, je regarde un maître de calligraphie que j'ai eu, en fait, il respire, son corps danse, il danse. Et à un moment donné, dans la danse, sa main part avec le pinceau et ça fait une trace. Et c'est cette trace-là qui devient importante. Sans jugement, va-t-il dire. Et je lui demandais, qu'est-ce que vous faites pour déterminer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon? Il dit, c'est très simple, c'est le lendemain, en termes d'instinct, est-ce que ça va l'émotion ou pas? Et d'ailleurs, j'avais une amie, pas très intime, mais une amie qui était Francine Simonet, et elle faisait exactement la même chose. Donc, voyez-vous, écrire et dessiner, c'est un même geste. Alors, ça peut prendre des proportions, on peut faire ça en miniature, puis dans certains livres, à un moment donné, j'ai agrandi, et finalement, ça donne quelque chose qui est aussi gros, presque un arbre, mais c'est pas venu de rien, c'est venu, en fait, de ce qu'on détermine, on découvre à ce moment-là, qui est aussi la respiration, qui est aussi le temps d'arrêt. On n'arrive pas en disant, bon, je pars aujourd'hui, il faut se mettre, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans un état de disponibilité. Il y a un principe de départ dans la littérature chinoise ou la littérature japonaise, c'est la suivante, c'est que le calligraphe est à la fois artiste. Donc, vous voyez que un poète doit nécessairement être quelqu'un aussi qui travaille en art visuel. Comment on travaille? Bien là, on peut travailler à partir de la découverte des caractères anciens, c'est ce que mon maître de japonais m'avait appris, c'est de voir que finalement, on peut se laisser inspirer par tout ça, on peut se laisser guider. Or, qu'est-ce que l'on peut faire présentement quand on veut, en fait, s'intéresser à la calligraphie chinoise ou japonaise? C'est non pas d'apprendre tous les caractères, à les redessiner, c'est une perte de temps, on ne sera jamais capable de le faire parce que finalement, on n'est pas habitué à ça depuis qu'on est enfant, mais c'est se laisser guider un peu par le mouvement qu'il y a dans les traits, dans les caractères. Et donc, il y a des caractères qui sont plus anciens, et puis il y a des caractères qui sont plus récents. Et les plus récents ne présentent pas beaucoup d'intérêt parce que c'est une traduction phonétique que les Japonais ont trouvée pour parler les sons occidentaux. Je trouve que ça, c'est une démarche qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup nourri. Et je dirais même que finalement, le dessin doit laisser la place, comme le texte doit laisser la place à l'espace. Les mots ont besoin de respirer, non pas de s'empiler. Enfin, je ne sais pas, quand on regarde un article dans un journal, les mots s'empilent. Finalement aussi, quand on regarde certains commentaires des professeurs d'art dans les collèges, dans les universités, on dit « ton dessin n'est pas fini ».
Or, pour le japonais, un dessin ne se termine pas, et s'il se termine, il faut qu'il y ait du blanc pour le nourrir. J'ai découvert l'intérêt pour l'univers asiatique il y a déjà très longtemps, lors d'une visite dans un musée aux États-Unis, où j'ai vu un livre sur les 7 traditions de la calligraphie japonaise. Alors, je suis embarqué dans tout ça. J'avais l'impression que c'était facile à manier. Je recopiais. J'ai recopié un certain nombre de textes comme ça, simplement pour l'écriture. Et puis un bon jour, j'avais un projet pour aller au Japon et j'ai rencontré une femme qui était professeure de japonais. J'ai appris un peu de japonais. Mais il faut faire attention quand on pense et qu'on parle de l'Asie, surtout quand c'est un occidental qui le mentionne, c'est qu'il ne faut pas s'approprier. Est-ce qu'on est japonisant? Je trouve que ce n'est pas tout à fait exact. Il faut être ce que l'on est. Et juste l'anecdote, c'est que mon maître de calligraphie, quand je suis arrivé là-bas, je pensais avoir un sceau, une sorte de signature. Et puis, il m'a dit, je vais vous en faire une le lendemain. C'était un mélange de caractères anciens, japonais et chinois. Et puis, il me dit, je vous en fais un. Et le lendemain, j'arrive pour le rencontrer à nouveau. Et ce que je vois sur le sceau, c'était MC. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention, que je ne pouvais pas m'approprier. Je pouvais juste l'approcher. Mais il reste qu'aussi, quand j'ai enseigné la philosophie, quelqu'un m'a dit, tu n'aimerais pas donner le cours philosophie chinoise, mais j'ai réalisé que les Chinois ne parlent pas de philosophie, ni les Japonais. Ils parlent de pensée, parce que philosophie est un mot occidental. Et je suis allé suivre un cours par un sinologue qui s'appelle Charles Leblanc à l'Université de Montréal. Et première phrase du premier cours, il dit « On ne peut pas comprendre le chinois ni le japonais si on n'est pas capable de le lire et de le parler. » Alors je me retourne vers mon voisin puis je dis « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Bon, en fait, c'était comme une façon de comprendre que c'est très, très difficile. Pour lire un journal au Japon, ça prend 5000 caractères minimum. Et quand on sort, peut-être si on a un cours, on va davantage à l'université, on s'attend à ce qu'on en ait autour de 15 ou 20 000. Alors, ce qui est important, par contre, dans mon atelier, c'est une inspiration que mon maître japonais m'a appris, c'est qu'il ne s'agit pas de recopier des textes. Il s'agit de partir d'un caractère, ça peut être un caractère chinois le plus ancien qui soit, mais il faut se laisser guider par ce qu'il va nous donner. Et ce qu'il va nous donner, c'est un peu, j'allais dire, le souffle, c'est-à-dire qu'il va regarder ça, c'est quoi l'émotion qu'il ressent, qu'est-ce qu'il va dégager de tout ça. Et comme je le trouve important de le dire, c'est que c'est la respiration, en fait. Et ça, je trouve que c'est important dans l'univers japonais, chinois. En art, c'est la respiration. C'est la respiration qui va guider le trait, qui va guider le geste. Mais je pense aussi que c'est intéressant de noter que pour les Chinois anciens comme pour les Japonais anciens, que ce soit dans les monastères bouddhistes ou autres, ce qui est important, c'est de constater que finalement, écrire, c'est dessiner, et dessiner, c'est écrire. Le calligraphe est poète, et le poète est calligraphe. Alors c'est intéressant de comprendre que c'est un univers qui peut nous inspirer, qui nous détermine, non pas à, par exemple, en écriture, ça ne sert à rien de remplir, ça c'est très japonais, de ne pas remplir la page d'écriture. Il faut laisser le blanc respirer et les mots respirer pour que celui ou celle qui va le lire puisse en fait s'y placer dans tout ça. Et la même chose pour un dessin. Jamais le maître de calligraphie va remplir sa page. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait du blanc et c'est le blanc qui donne l'importance, le souffle à ce qu'on va entendre. Pourquoi j'écris? Des fois, je ne sais pas, mais bon, soyons plus sérieux ou autrement, je dirais que j'écris parce que si j'écrivais pas, je ne saurais pas trop quoi faire. Mais il reste que, tout à l'heure, quand on parlait d'intercommunication entre l'écriture et puis les arts visuels, je trouve que dans l'écriture, il y a cette forme de musique aussi. Et comme je vis avec une personne qui est toujours en train de faire du piano ou de la flûte,
Moi, ben, j'ai essayé le piano, ça ne marche pas très bien, la flûte non plus. Alors, pour moi, écrire, c'est me faire de la musique. Et quand c'est la même chose pour dessiner, c'est chanter avec son corps. J'allais dire, écrire, c'est une sorte de célébration. Bon, peut-être que l'âge avançant, je dis ça, mais je me rappelle quand on m'avait demandé à 20 ans pourquoi j'écris, ben, je dis j'écris en fait pour dénoncer, j'écris pour crier. Et même encore dans une dernière petite publication qu'on a faite qui s'appelle Les affiches en fait sur les futurs possibles, j'ai quand même terminé en disant que je crie en fait aux arbres que l'univers, que l'ordinaire trébuche et qu'il faut une terre pour les vivants. Je trouve que l'écriture, c'est aussi d'apporter, comme le dessin, c'est d'apporter un regard qui peut aider ceux qui le constatent, qui en sont familiers, à peut-être à des moments en fait, où on se sent moins pris par un quotidien qui de plus en plus devient difficile. C'est la joie, en fait, j'allais dire, un peu comme le dernier livre de Louise Dupré qui dit « Exercice de joie ». Je trouve ça intéressant, exercice de joie, comme un peu Cioran qui avait écrit un livre pour rendre hommage à des gens de son époque, qui dit « Exercice d'admiration ». En règle générale, on n'est pas très porté à admirer les autres, on n'est pas très porté sur la joie. Je me dis, l'écriture, ça doit être ça. L'art visuel, ça doit être ça. Donner aux autres un souffle et non pas une déprime nouvelle. Ce son que la voix perd, des langues obligent, un murmure, un souffle. Ces langues sont sèches, nasillardes, souvent graniteuses. Leur son blesse, endommage. La voix morte à jamais cicatrice. Des langues qui tuent. Il y a des langues pour dire la voix qui se terre. On les entend au jour de l'histoire. Son archaïque, chuchotement, chaque jour effacé. Il y a des langues interdites, des points dans la bouche, des langues qui survivent à celles qui s'épuisent, des langues du silence.